Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche économique dont voici les titres. La résilience de l'économie togolaise face à la crise sanitaire. Comment le pays s'en est-il sorti? La BCEAO avec le report des échéances, quel impact sur les économies nationales post-Covid et quel avantage pour les bénéficiaires? Et dossier du jour de cette édition, quel avenir pour le café Robusta africain face à la crise sanitaire? C'était la principale préoccupation des délégués ici la semaine dernière à Lomé. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Le journal de l'économie de cet après-midi, ou bien de ce soir plutôt, voilà, c'est parti. C'est devenu presque un credo pour le Togo. Le numérique comme meilleur canal de réussite de la politique de développement économique face au Covid-19. Le Togo cité parmi les meilleurs exemples. Comment le pays s'en est-il sorti face à la crise sanitaire? Les réponses avec Urich Amegan et Abidé Nyassimbe. Suivez plutôt. Les dernières performances de l'économie face à la crise sanitaire durant l'année 2020 montrent à suffisance la résilience de l'économie togolaise face à la pandémie. Avec pour ambition de devenir un hub digital à l'horizon 2025, le Togo, dont les avancées dans la révolution numérique sont quelque peu modestes de l'avis des experts, s'est beaucoup appuyé sur les TIC pour mieux gérer la crise sanitaire liée au Covid-19. Novici en est l'illustration concrète du meilleur canal pour mieux atteindre les personnes vulnérables durement affectées par la crise sanitaire. Des smartphones ont été transformés en de véritables porte-monnaies électroniques par lesquels les plus défavorisés ont bénéficié de la solidarité nationale. Depuis mars dernier, le Togo comptabilisait environ 13 milliards de francs CFA distribués aux populations des différentes localités impactées avec l'appui des partenaires. Ce programme, qui a été plébiscité de par le monde pour son originalité, a allié le numérique à la gestion d'une crise sanitaire et économique, a entre autres propulsé le Togo parmi ceux qui ont en Afrique et au monde mieux géré la pandémie. Selon l'Institut Lowry, le pays est classé deuxième meilleur pays du continent africain et le 15e au niveau mondial en matière de gestion de cette crise sanitaire. Au-delà de l'utilisation du numérique pour résoudre ce problème d'assistance en période de crise, le Togo a mis en place l'application de contact tracing Togo Safe pour alerter les personnes dès qu'elles ont été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Objectif, déclencher en temps réel le protocole sanitaire qui passe par la mise en quarantaine et le bénéfice des soins appropriés. Dans le programme vaccinal du gouvernement, les autorités ont donné la possibilité aux populations de s'inscrire préalablement en ligne avant la réception de la dose. L'objectif est d'atteindre au plus vite l'immunité collective. Aujourd'hui, même la représentation du système des Nations Unies auprès du Togo reconnaît que le pays est en voie d'améliorer sa santé et sa richesse grâce au numérique. Pour cette représentation onusienne, le secteur numérique est sans aucun doute l'un des moyens les plus promoteurs pour franchir les objectifs du développement durable. De ce développement ne pourra être effectif que si le secteur bancaire aussi s'en mêlait. Et c'était justement ce que la BCEAO a fait. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles dit-on souvent, et le secteur bancaire togolais a respecté les dispositions de la BCEAO, dispositions relatives au report d'échéance accordées aux clients. Que peut-on retenir concrètement de ces mesures pour la relance effective de l'économie post-Covid? Les précisions ici signées Kwasiglé, Yasmine Kodia. Dans les perspectives de la relance de l'économie post-Covid, les banques togolaises ont accordé des reports d'échéance à près de 1900 acteurs, dont 438 entreprises en 2020. Ces mesures s'inscrivent bien sûr dans la droite ligne des dispositions exceptionnelles d'assouplissement mises en place par la BCEAO. Au total, c'est le remboursement d'une enveloppe globale de 28 milliards de francs CFA qui a été repoussé afin de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises, surtout les PME, PMI et les particuliers frappés de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19.
Introduite depuis mars 2020 aux premières heures de la pandémie dans la sous-région ouest africaine, la mesure du report d'échéance autorisait les banques à accorder aux entreprises affectées et qui le sollicitent des reports d'échéance de 3 mois renouvelables une fois, sans charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité de retard. En contrepartie, les banques obtenaient de classer ces créances reportées dans la catégorie de créances saines sans que cela ne fasse de dégâts sur leur bilan, la qualité de leur portefeuille, leur coût du risque, leur rentabilité et leurs fonds propres. Le classement des échéances reportées dans un compte spécifique de la catégorie des créances saines permettra aussi de dissiper la crainte des banques sur un potentiel effet de contagion en cas de défaut sur les prêts initiaux suite à l'aggravation de leur exposition qui pourrait découler de l'octroi de facilités additionnelles pour permettre aux débiteurs de relancer leurs activités afin de pouvoir honorer leurs engagements. Au total, les banques ont accordé 590 milliards de nouveaux crédits en 2020, ce qui porte le montant total des créances bancaires sur l'économie à plus de 1 306 milliards, soit 30% du PIB rebasé. Ce dynamisme du secteur bancaire durant 2020 s'est fait sentir aussi par la qualité des services financiers. Une amélioration remarquée au niveau de l'extension des services de proximité par les banques et les microfinances. Le réseau de distributeurs de billets s'est notamment élargi et a de nouveaux points de service qui ont été effectivement installés. Au total, le secteur bancaire a déployé 22 distributeurs automatiques en plus. De leur côté, les systèmes financiers décentralisés aux microfinances ont implanté 9 nouveaux points de service sur toute l'étendue du territoire national. Et à propos de cette économie togolaise, retenez que le Togo vient à nouveau de gagner son pari en mobilisant 22 milliards de francs CFA sur le marché financier sous-régional le vendredi dernier. Alors que le pays bouclait sa deuxième sortie du deuxième trimestre 2021 sur le marché financier régional, l'agence annonce que le montant global des soumissions des obligations de relance ODR émises se situe à plus de 52 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 262%. Ces ODR sont de maturité 5 ans et de 5,8%. Rappelons aussi que le Togolais Badama Patouki, ex-secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, est devenu depuis le 30 avril dernier le nouveau président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Eh bien, ces mesures exceptionnelles n'ont pas non plus oublié le secteur agricole, j'en parlais tantôt, où plusieurs acteurs ont été bénéficiaires des reports. Et malgré donc des résultats déjà très encourageants, le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques, le Togo veut passer à la vitesse supérieure avec de nouvelles initiatives innovantes en faveur des acteurs agricoles. Des initiatives sur lesquelles nous revenons ce soir avec Gisèle Kozona et Abide Nyassimbe. Suivez plutôt. Comment réorganiser davantage les filières volailles, maïs, riz et tomates pour aboutir à des résultats plus intéressants? Voilà la préoccupation actuelle du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA, appuyé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le PROMIFA. Jusqu'à la semaine dernière, ils étaient encore sur le terrain pour collecter des informations complémentaires pour finaliser des plans de développement des filières volailles, maïs, riz et tomates, qui reste la filière qui rencontre le plus de problèmes en matière de conservation. Selon les délégués des 3 institutions, ces plans contribueront non seulement à la réalisation des politiques et programmes et projets de développement dans le secteur agricole, mais également à la gestion des ressources naturelles de manière efficace et durable. Ce partenariat qui s'annonce dans la mise en œuvre de la feuille de route quinquennale du gouvernement vise l'amélioration de la productivité et de meilleurs rendements
dans les 10 filières, le renforcement des industries de transformation agroalimentaire, l'accès des agriculteurs au financement ainsi qu'au marché. Comme illustration de cette volonté et parallèlement aux initiatives visant à remettre le secteur agricole dans ses priorités de développement, le gouvernement a commencé par enrôler des hommes ou des femmes âgées de 18 à 45 ans dans un programme de formation dans des métiers porteurs de l'agroalimentaire et de l'agrobusiness. Était déjà visée la filière volaille à travers l'élevage de la volaille locale, pintade ou poule. Comme rappel, l'agroalimentaire et l'agrobusiness restent le secteur qui a le vent en poupe au Togo en considérant les récentes données de 2019 où le secteur a généré plus de 200 000 emplois, concentrant à lui seul 60% des 379 017 emplois créés sur la période. Globalement, sa contribution à l'économie nationale tourne autour de 40% du PIB. Au Togo, les chaînes de valeur agricoles souffrent d'un manque d'intégration et d'organisation des coopérations agricoles. Selon le MIFA, seulement une infime partie des financements accordés en tout depuis 3 ans l'ont été au profit des populations. Raison de plus que, pour cette nouvelle initiative relative à un nouveau plan de développement des filières volailles, maïs, riz et tomates, plus qu'une nécessité, c'est désormais une urgence. Restons toujours avec les acteurs agricoles pour nous intéresser cette fois-ci à la filière café Robusta, où Lomé fut la capitale du café. C'était la semaine dernière où les délégués des pays producteurs africains se sont retrouvés pour repenser l'avenir de la filière face à la crise sanitaire. C'était également la 9e Assemblée générale de l'ACRAM. Suivez le compte-rendu de Sonia Ameniko. Le prix des céréales. Quel avenir pour les cafés Robusta après la pandémie de la Covid-19? Les réflexions portent sur cette thématique à cette réunion régionale sur les cafés Robusta africains. À Lomé, les acteurs de la filière venus d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Madagascar échangent sur les défis auxquels le secteur fait face en vue de trouver de meilleures propositions pour une stratégie harmonieuse de sa relance. Dans la chaîne de valeur, c'est surtout les producteurs qui sont le maillon faible. Et la pandémie a encore de nouveau aggravé la situation. Il nous appartient de réfléchir sur comment accompagner ces producteurs. Non seulement ça, réfléchir sur comment faire face à l'avenir à cette situation. Alors, il faut naturellement continuer à promouvoir la consommation locale. Nous remercions le gouvernement togolais pour les actions qu'il mène actuellement et ayant conduit à créer une direction de la consommation locale au niveau du ministère du Commerce. C'est un cadre de dialogue multi-acteurs auquel s'est joint les partenaires stratégiques de la filière caféière. Parmi eux, l'Union européenne, la représentation pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie et l'Organisation internationale du café. L'OIC forme une plateforme où les pays se rencontrent et discutent toutes les contraintes et chercher à trouver des solutions pour le développement de l'industrie du café africain, pour que le café soit développé. Nous voulons qu'il y ait donc un bon prix, par exemple, au niveau du paysan. Quand il vend son café, qu'il soit content. Nous voulons ajouter la valeur au café que nous produisons aujourd'hui en Afrique. Il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts dans la transformation de notre café. Il faut mettre beaucoup d'efforts dans la commercialisation. Le Togo, depuis quelques années, a inscrit au cœur de l'action gouvernementale la promotion et la relance de la filière café-cacao. L'axe stratégique 2 du Plan national de développement en est une illustration. Kodio Adédié, ministre en charge de la consommation locale et représentant du Premier ministre, salue l'initiative et réaffirme l'engagement du gouvernement. Le Togo, pays agricole par excellence, se réjouit d'abriter cette importante rencontre qui marque sans nul doute un tournant décisif dans la mise en œuvre du programme d'appui intra-ACP de l'Union européenne à la CRAM pour le développement du café Robusta.
Pour ce qui concerne le Togo, mon pays, le plan national de développement 2018-2022, initié sous la très haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, et dont l'objectif global est de transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement travaille à la mise en place de conditions favorables à l'émergence des entreprises agricoles le long des chaînes de valeur, notamment du café, du cacao, et à la structuration de leurs acteurs. Des actions démarrées en 2019 ont permis l'émergence de coopératives de production de jeunes plants de caféiers et de cacaoyers. Dans cette même dynamique, le Togo travaille à la promotion de la consommation locale, notamment avec la tenue, sur l'initiative de la commission de l'UEMOA, de la première édition du 1er au 30 octobre 2020. Ces assises de Lomé sont une initiative de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et du Madagascar, la CRAM, en collaboration avec des États d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique, ACP. Elle a reçu l'appui de ONUDI, le Centre du commerce international et de la Banque mondiale. La rencontre est couplée de la 9e Assemblée générale de la CRAM. Et je le disais tantôt, en dehors des travaux de cette 9e Assemblée générale de l'ACRAM, la grande question au centre des discussions à Lomé était quel avenir pour le café Robusta africain. Nous retrouvons Sonia Amenipo pour les précisions. Je le disais tantôt qu'en dehors des travaux de la 9e Assemblée générale qui s'est tenue ici à Lomé, la grande interrogation, la grande préoccupation des délégués était quel avenir pour le café Robusta africain. Nous retrouvons Sonia Menipop pour les précisions. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence au Togo se présente comme suit. Le prix du bol de maïs dans la région maritime varie entre 650 et 700 francs CFA. Dans la région des plateaux, le bol du maïs est entre 500 francs CFA et 525 francs CFA. Le bol du maïs dans la région centrale est à 600 francs CFA. Dans la région de la Kara, il est entre 450 et 500 francs CFA. Et dans les savanes, il est entre 450 et 500 francs CFA, soit une moyenne de 522 francs CFA. Le prix du bol du sorgho dans la région maritime est entre 900 et 1000 francs CFA. Entre 800 et 825 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, le prix du bol du sorgho est à 800 francs CFA. Dans la région de la Kara, le bol du sorgho est entre 700 et 750 francs CFA. Il est entre 600 et 700 francs CFA dans les savanes, soit une moyenne de 755 francs CFA. Le prix du bol du haricot dans la région maritime est à 1700 francs CFA. Il varie entre 1400 et 1500 francs CFA dans la région des plateaux. Dans la région des centrales, il est à 1800 francs CFA. Le bol du haricot dans la région de la Kara est compris entre 1400 et 1500 francs CFA. Et dans la région des savanes, il est entre 1400 et 1500 francs CFA, soit une moyenne de 1521 francs CFA. Le bol du mil dans la région maritime est à 1200 francs CFA. Dans la région des plateaux, il est entre 1000 francs et 1100 francs CFA. Le prix du bol du mil dans la région centrale est à 900 francs CFA. Dans la région de la Kara, il est également à 900 francs CFA. Dans la région des savanes, il varie entre 750 et 900 francs CFA, soit une moyenne de 898 francs CFA. Le prix du bol du haricot dans la région maritime est entre 1100 francs et 1200 francs CFA. Dans la région des plateaux, il est entre 800 et 900 francs CFA. Dans la centrale, il est compris entre 1000 francs et 1100 francs CFA. À Kara, il est à 800 francs CFA. Et dans les savanes, entre 900 et 1100 francs CFA, soit une moyenne de 958 francs CFA. Voilà pour les prix des céréales et du gari sur les marchés de référence au Togo.
Eh bien, vous venez plutôt de suivre les échos des marchés de référence avec Elie Agbanyandao qui est revenu sur les prix indicatifs des céréales sur les marchés de référence, des prix en vigueur pour ces semaines. Retenez par ailleurs que l'ANSAT a aussi ouvert ses ventes depuis quelques mois déjà. Ainsi donc, les prix sont fixés comme suit dans les magasins ANSAT. Le sac de maïs 50 kg est vendu à 9 500 francs. Le sac 50 kg sorgho, 10 500 francs. Le sac de 1050 kg, 11 000 francs CFA. Le sac de 30 kg de riz KR, 10 000 francs CFA. Le sac de 25 riz local long grain, 13 000 francs CFA. Le sac riz local brisure, 25 kg, 10 000 francs CFA. Le sac 25 kg riz local couscous, 7 500 francs CFA. Et le sachet de 1 kg de farine de maïs à 300 francs. Nous poursuivons cette édition avec les cours de devises pour ce mardi. Ainsi donc, au niveau des devises, retenez les valeurs suivantes. Dollar US, à l'achat, c'est à 538, à la vente, 560. La livre sterling GBP, 734 à l'achat et 778 à la vente. Le franc suisse, 585,25 et à la vente 605. Le dollar canadien CAD 439,7 et 446 à la vente. Le yen japonais 4,9 et 5,00 à la vente. Le yuan chinois 83,250 et 85,00 à la vente. Euro demeure échangé 655,957 à l'achat comme à la vente. Le dirham Émirats arabes unis 147 et 149 à la vente. Eh bien, Madame, Messieurs, ce sera tout pour l'édition de ce soir. Nous comptons vous retrouver mardi prochain, plus précisément à 21h-15 pour d'autres informations économiques. Bonne suite de programme. Au revoir et à la prochaine. La TVT au cœur de votre vie.
Fidèles de l'émission Santé d'abord, bonsoir. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver le mardi pour parler santé. Ce soir, nous parlerons de la santé maternelle et les rôles fondamentaux que jouent les femmes dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Demain, 5 mai, c'est leur journée et ces braves femmes méritent toute notre attention. Nous évoquerons également cette stratégie novatrice qui entre dans le renforcement de la planification familiale et la promotion de l'auto-soin. Il s'agit de Sahana Press. Qu'est-ce que c'est et pourquoi a-t-on décidé d'en parler aujourd'hui dans cette émission? Vous serez situé sur toutes ces questions avec des éléments de réponse le long de cette émission. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Voilà, pour parler de la santé maternelle, les rôles des sages-femmes et l'auto-soin, nous avons sur le plateau Madame Yabar Essienne. Elle est sage-femme d'État de santé publique, chargée du programme DMPA SC et représentante de l'ONG Jipiengo Togo. Je crois que je prononce bien Jipiengo Togo. Alors, Madame Essienne, bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir chers téléspectateurs. Merci. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir dans cette émission. Alors, c'est quoi le programme DMPA-SC? Merci beaucoup Carole. Le programme DMPA-SC, au fait, c'est le nom d'un produit contraceptif, le dépôt-médroxyprogestérone acétate, qui n'est autre que le dépôt Provera, mais sous une autre forme d'injection en sous-cutané. Okay. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être dans cette émission. Notre seconde invitée, elle s'appelle Madame Amina Bassimbokoa Lawson Aoulivi. Elle est également sage-femme d'État. Elle est point focal SR. SR, c'est santé de la reproduction au niveau du district d'Amou. Elle est toujours en activité, ceci au centre hospitalier préfectoral d'Amlamé. Madame Bassimbokoa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Madame Carole. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, nos deux invités sont toutes des sages femmes. Comme je le disais tout à l'heure, demain 5 mai, c'est la journée qui est dédiée à ces sages-femmes-là pour le travail qu'elles font sur le terrain. Et je le disais tout à l'heure que ces femmes méritent toute notre attention. Et pour cause, nous allons décortiquer les rôles fondamentaux que jouent les sages-femmes dans la promotion de la santé maternelle et infantile. Alors, première question, nous allons nous adresser à Madame Essienne pour lui demander ce que c'est que la santé maternelle. Merci beaucoup Carole. Avant de parler de la santé maternelle, nous allons parler de la santé de la reproduction qui est un vaste programme qui inclut la santé maternelle. Alors la santé de la reproduction, comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le définit, c'est un état de complet bien-être, tant physique, mental et social. Pour ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et ses fonctionnements et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc ce n'est pas seulement la maladie, mais tout le fonctionnement de l'appareil génital. Donc la santé maternelle fait partie des 4 volets de la santé de la reproduction. Ces 4 volets, nous avons la santé de la femme, santé de la mère, santé maternelle. Nous avons la santé des enfants, nous avons la santé des jeunes et des adolescents et nous avons la santé des hommes. Donc la santé maternelle représente un volet spécifique de la santé de la reproduction. Ok, merci beaucoup. Lorsqu'on parle de la promotion de cette santé maternelle, quels sont les axes prioritaires qu'il faut prendre en compte? Pour les axes prioritaires qu'il faut prendre en compte en ce qui concerne la santé maternelle, ils sont de 2 types. Nous avons la maternité à moindre risque et la prise en charge des maladies gynécologiques et les troubles sexuels. Mais quand on parle de la santé maternelle, nous n'allons pas oublier ce qui va avec la santé des adolescentes et des jeunes, la santé des enfants. Donc ce volet
prend en compte tout ce qui concerne les volets spécifiques de santé des enfants et des adolescents et des jeunes. Mais en plus de ces deux axes, nous avons les axes qui sont communs à tous ces volets de la santé, de la reproduction, qui ne sont pas des moindres. Nous avons la planification familiale, nous avons la communication, nous avons d'autres axes que nous disons axes connexes, qui sont l'éducation, nous avons la recherche et la formation. La recherche et la formation, quel lien avec la santé maternelle? Oui, tous les programmes de santé maternelle ne sont pas mis en place sur un coup de tête. Il faut de la recherche pour avoir des évidences, pour orienter les actions à faire. Donc, quand il y a une nouvelle chose, sur la base des évidences, il faut introduire une nouvelle stratégie. Donc, avec cette nouvelle stratégie, il faut qu'on éduque, qu'on forme les acteurs impliqués dans la santé maternelle pour qu'on puisse espérer avoir les résultats escomptés. Très bien. Merci. Alors, Madame Bassim Bokowa, vous êtes également sage-femme, je l'ai dit tout à l'heure. Si nous prenons la santé maternelle telle que décrite par Madame Essienne, et la santé maternelle va de pair avec la santé infantile, puisque les deux sont intimement liés. Quel rôle vous jouez, vous, en tant que sage-femme, dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant? Merci. En ce qui concerne le rôle de la sage-femme dans la promotion de la santé maternelle. Les rôles fondamentaux. Les rôles fondamentaux. Oui, bon, les recherches ont démontré que la sage-femme a un rôle essentiel pour mettre fin au décès maternel et néonatal. Donc, en fait, la sage-femme, elle n'est pas là seulement, ce n'est pas juste un rôle. Si nous allons le dire, ce n'est pas juste un rôle. Elle est là depuis la naissance de l'être. Même avant la naissance, depuis la grossesse, depuis le premier mois de la grossesse. Oui, bien sûr. Le suivi de la grossesse, c'est le rôle aussi de la sage-femme. Bien sûr, mais nous allons parler de la naissance parce que la prise en charge commence là, en fait. C'est-à-dire le cycle commence, en fait, là, juste à la naissance. Madame Essienne, vous voulez peut-être venir... Peut-être compléter ce que la collègue est en train de dire, c'est que le rôle de la sage-femme ne commence pas par la grossesse. Et que certains se demanderaient entre l'œuf et la poule, qui vient en premier. Au fait, c'est ça. Donc, la sage-femme a un rôle depuis même la conception de la grossesse jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Et la sage-femme est toujours présente tout le long du cycle de vie de la personne humaine. Déjà dès l'enfance, elle joue le rôle de soignante. Avec l'âge, en avançant l'adolescence, la jeunesse, elle joue le rôle d'accompagnatrice, d'éducatrice, d'informatrice. Et avec l'arrivée de la grossesse, elle suit également cette grossesse jusqu'à l'accouchement et continue ce suivi. Après l'accouchement. C'est ce que vous appelez le postpartum. Le postpartum. C'est ça. Et le cycle reprend. D'accord. Alors, nous allons nous rendre au CMS d'Adido Gomé pour rencontrer Madame Ayoko Sativi. Elle est sage-femme d'État de santé publique. Alors, en dehors de son rôle d'assister la femme à accoucher, ou bien en dehors de son rôle, comme l'a expliqué, nos invités l'ont expliqué, depuis la gestation jusqu'au déroulement de la grossesse, jusqu'à la naissance, le rôle de la sage-femme est fondamental. Alors, mais en dehors de ce rôle, Madame Ayoko Sativi est aussi responsable au niveau du service de la planification familiale. Là, son rôle est d'aider les femmes dans le choix des méthodes contraceptives parce qu'il en existe toute une gamme de contraception féminin ou bien de contraceptifs féminins. Alors, elle va mettre ici l'accent sur l'un de ces contraceptifs. Il s'agit de Sahana Press. Quels sont les avantages de ce contraceptif et comment la sage-femme accompagne la cliente dans l'utilisation de ce produit? Nous allons écouter Madame Ayoko Sativi dans son rôle de responsable du PEF.
Donc, nous avons un nouveau contraceptif que nous appelons Sahana Press. Et je vais vous le montrer. Voilà comment il se présente, le Sahana Press. C'est un contraceptif injectable. Donc, nous faisons aux femmes et que la femme même peut s'injecter à la maison. C'est ça que nous appelons l'auto-injection. Donc, c'est un contraceptif à base de progestatif. C'est une hormone qui aide la femme à ne pas tomber enceinte. Et elle doit faire l'injection tous les 3 mois. Pendant ces 3 mois qu'elle a fait l'injection, elle est protégée contre la grossesse. Et quand vous voyez le dispositif, c'est un petit dispositif très facile à utiliser. Nous avons commencé, on est dans la 2e année, et il y a beaucoup de femmes qui ont commencé cette injection et la majorité de ces femmes sont très satisfaites de ce nouveau contraceptif que nous appelons Sahana Press. C'est une injection que la femme peut se faire elle-même, que nous appelons auto-injection. C'est la différence avec les autres. Les autres contraceptifs, et la femme est obligée de venir vers nous dans les formations sanitaires pour avoir son injection. Mais avec Sahana Press, elle peut le faire à la maison. Mais ce qui y a, la première injection se fait toujours dans la formation sanitaire. On voit la femme, on prend ses constantes, c'est-à-dire le poids, la tension, et on voit si cette femme est éligible à adopter la méthode. Si elle est éligible, on peut lui faire la méthode. Et la première fois, on lui apprend en même temps comment elle-même peut se faire injecter à la maison. Nous avons une fiche, nous avons même une vidéo que nous mettons à disposition de nos clientes qui ont opté pour ce Sahana Press. On voit la première différence. La deuxième, nous voyons même en ce moment de Covid où aller vers les formations sanitaires devient difficile pour les femmes. Certaines femmes ont peur de sortir, d'autres par manque de moyens, parce que la pandémie a créé aussi une crise économique. Donc les moyens sont limités. Avec ce dispositif, ce Sahana Press, ça fait que la femme va économiser beaucoup d'argent en déplacement et aussi en coût. Donc c'est déjà un avantage aussi pour ce contraceptif qui est aussi très abordable. Quand vous voyez le coût, c'est rien par rapport à certaines méthodes. Voilà, c'était là l'intervention de Madame Ayoko Sativi. Elle est sage-femme d'État de santé publique. Elle se trouve du côté du CMS d'Adido Gomé. Elle est responsable du planification familiale, du planning familial, bien de la planification familiale. Donc, elle nous expliquait à l'instant le produit qu'on appelle Sahana Press, ses avantages pour les clientes qui l'ont adopté. Alors, Madame Bassi Bokowa, dites-nous, pour une meilleure santé maternelle, santé de la maman et de l'enfant, je crois que la planification familiale ou bien le planning familial est une stratégie à haut impact. Alors dites-nous, pour ceux qui regardent l'émission de ce soir et qui ne savent pas exactement ce qu'on attend par planification familiale, qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Oui, la planification familiale, c'est l'ensemble des moyens qui sont mis à disposition d'un individu ou d'un couple pour le permettre de mener une sexualité responsable et épanouie, voilà, et de choisir la taille de sa famille et de choisir quand est-ce concevoir, bien planifier une grossesse et espacer les naissances. Voilà, en fait, la planification familiale ne consiste pas seulement à espacer les naissances ou bien à éviter des grossesses. Il y a d'autres activités aussi qui rentrent... Des grossesses non désirées, il faut préciser. Oui, des grossesses non désirées, bien sûr. Des grossesses non désirées, bien sûr. Et il y a d'autres activités telles que je le disais, et qui entrent aussi dans les activités de la planification familiale. Nous avons la lutte contre l'infertilité et la stérilité.
et l'infécondité également. On a aussi la lutte contre les IST-VIH-Sida. Voilà. Et maintenant, ça permet aussi aux couples qui désirent les enfants aussi d'en avoir. Voilà un peu le paquet d'activités de la planification familiale. Madame Essienne, quelque chose d'autre à ajouter? Oui, pour ce qui concerne les autres activités de la planification familiale, nous avons également la question du genre. Donc la planification familiale se focalise également sur l'équité entre les deux sexes. Comme elle l'a dit, la planification familiale ne se résume pas seulement à la contraception. Mais d'abord, c'est le couple, on a dit. L'individu ou le couple, ça suppose que l'individu même peut décider faire une planification familiale pour avoir une sexualité responsable. Et également, c'est adressé au couple. Et ça ne consiste pas seulement à ne pas tomber enceinte quand on ne veut pas, mais ça consiste également à rechercher la conception en cas de difficulté de conception dans certains couples, à aider la population à prévenir les IST et le VIH et comme pour compléter toujours, pour enchérir, c'est la lutte contre les infécondités et les infertilités. Très bien. Alors, ça fait longtemps qu'on parle de la planification familiale au Togo et les méthodes contraceptives, elles sont nombreuses et vous conseillez les femmes pour ce qui concerne l'espacement des naissances, pour une sexualité responsable et épanouie. Tout ça, il faudrait forcément une programmation des naissances et ça concerne le couple et la femme et l'homme et la femme. Alors, planification familiale, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui l'état des lieux au Togo? Oui, pour ce qui concerne l'état des lieux, à ce jour au Togo, nous allons évoluer peut-être directement sur les méthodes contraceptives que nous disposons aujourd'hui au Togo. Nous avons les méthodes contraceptives dites réversibles, c'est-à-dire qui après utilisation on peut toujours concevoir, et qui sont de longue durée et qui sont de courte durée également. Parmi les méthodes de longue durée, nous pouvons citer les implants et le DIU, le dispositif intra-utérin appelé encore stérilet. Pour les méthodes de courte durée d'action, nous avons les injectables, les pilules, les préservatifs. Et nous avons également les méthodes dites irréversibles ou permanentes qui sont les contraceptions chirurgicales volontaires que sont la vasectomie pour les hommes et la ligature des trompes pour les femmes. Pour l'état des lieux, le Togo depuis très longtemps a compris que la planification familiale fait partie des stratégies à haut impact sur la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. C'est pourquoi depuis 2011, le Togo a introduit des stratégies dites novatrices qui ont un impact assez fort sur c'est l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Et comme stratégie novatrice, le Togo a introduit les stratégies avancées, les stratégies mobiles, la distribution à base communautaire des produits contraceptifs qui se fait par les agents de santé communautaires. Le Togo a également introduit la planification familiale dans le postpartum. Et tout dernièrement, il a élargi la gamme des contraceptifs par l'introduction du Sayana Press, le DMPA-SC, qui peut s'auto-injecter par la femme elle-même. Donc, nous, avec cette stratégie d'auto-injection du Sayana Press, au Togo de 2018 à l'introduction du Sayana Press jusqu'en décembre 2020, il y a eu au total 3803 femmes qui s'auto-injectent le DMPA-SC au Togo. Et toutes ces stratégies ont contribué à avoir
une augmentation de la prévalence contraceptive des femmes en union de 13,2% en 2011 à 21,1% en 2020. Et ça a permis également de réduire les besoins non satisfaits en planification familiale. Les besoins non satisfaits sont les femmes qui désirent avoir une méthode contraceptive, mais pour une raison ou une autre n'ont pas pu les avoir. Donc ces besoins non satisfaits ont été réduits de 37,2% en 2010 à 34,3% en 2020. Très bien. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, parlant du renforcement de la planification familiale, renforcement et accélération de la planification familiale, vous avez parlé des stratégies novatrices. Alors, l'une de ces stratégies novatrices, c'est le Sahana Press, dont vient de nous parler tout à l'heure Madame Ayoko Sativi. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur ce produit Sahana Press? Oui, ce produit Sahana Press, bon, c'est vrai que Mme Sativi a déjà donné certaines informations, voilà, mais encore plus de détails sur Sahana Press. Sur Sahana Press, moi, je n'ai jamais entendu parler de Sahana Press comme contraceptif féminin, c'est la première fois. D'accord. C'est le dépôt Provera que nous connaissons tous, le produit de 3 mois, mais sous une autre forme. Donc, c'est le même principe actif qui est le DMPA. Le dépôt Provera s'injecte en IM, alors que le Sahana Press s'injecte en sous-cutané, donc sous la peau. C'est en un uniject. Tout l'uniject est pré-rempli, donc on n'a plus besoin de prélever le produit et on n'a plus besoin d'aller chercher une seringue avec une longue aiguille pour faire l'ingestion. On n'a pas besoin de venir à la formation sanitaire ou bien aller auprès des agents de santé communautaire pour se le faire injecter. Déjà, si vous voulez faire l'auto-injection, il suffit qu'à la formation sanitaire, on vous apprenne les étapes d'injection qui sont très faciles et dès que vous maîtrisez, on vous donne l'occasion de les acheter pour faire vos autres injections à la maison. Alors, il existe toute une gamme de méthodes contraceptives accessibles et disponibles ici au Togo. Alors, Sahana Press, est-ce que ça vient combler une insuffisance? Pourquoi est-ce que vous avez décidé aujourd'hui de parler de ce produit? Ce n'est quand même pas un nouveau produit, c'est sorti, ça fait déjà 2 ans, si je ne me trompe. Oui. Sahana Press est sorti et a été introduit au Togo depuis 2018, d'abord en communauté par les agents de santé communautaires et à partir de 2019 dans les formations sanitaires. C'est vrai qu'il y a eu des actions de communication qui se sont déroulées autour du Sahana Press, mais nous allons en évoluant. Donc voilà, c'est l'occasion nous est donnée. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des sages-femmes, l'édition 2021, pour faire encore la promotion de ce produit, pour donner la chance à la grande population de connaître ce que c'est et de comprendre ses bienfaits dans la santé de la femme. Alors moi j'avais pensé peut-être que comme nous sommes dans un contexte bien précis, bien défini de la pandémie, un contexte généralisé de la pandémie au nouveau coronavirus, et comme Sahana Press c'est un produit qu'on peut s'auto-injecter, c'est pour cela que vous voulez faire sa promotion dans ce contexte bien déterminé. Bien sûr, parce que les femmes sont réticentes aujourd'hui à se rendre dans les structures sanitaires, Voilà. À l'introduction du Sahana Press, il n'y avait pas encore la Covid. Donc, l'occasion faisant le larron, quand malheureusement la pandémie du siècle est arrivée, au moins il y avait quelque chose déjà qui a permis et qui permettra encore aux femmes qui sont sous méthode contraceptive, surtout les méthodes injectables de 13 semaines ou de 3 mois, d'être tranquilles et de continuer
en toute sécurité leur contraception. À domicile. Voilà, à domicile. Très bien. Alors, dès que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a autorisé l'utilisation de ce contraceptif, le Sahana-Press, des femmes l'ont adopté comme méthode contraceptive facile à utiliser et pouvant les aider à l'espacement des naissances. C'est vrai que dans l'attendement de tout le monde, lorsqu'on parle de planning familial, le premier objectif, c'est l'espacement des naissances. Mais les sages-femmes sur le plateau de ce soir nous font comprendre que lorsqu'on parle de la planification familiale, c'est un tout. Il y a plusieurs paramètres. Nous, on retient ce soir que planning familial égale espacement des naissances. Et donc, lorsque la femme décide à adopter une méthode contraceptive, c'est pour espacer la naissance, ses naissances, la naissance de ses bébés et prévenir également sa santé et celle des enfants. Alors, nous allons écouter deux témoignages de deux clientes qui utilisent en ce moment le contraceptif féminin Sahana-Press. Je dirais qu'il y a de cela 9 mois que j'ai commencé par utiliser le contraceptif Sahana-Press. C'est ensemble avec mon mari que j'ai choisi cette méthode. Nous avons voulu faire 4 enfants et nous avons déjà le 3e. Le contraceptif, je trouve que c'est une bonne chose et je pense que cela va nous aider à prendre en charge tous nos 4 enfants qu'on a prévu avoir. Je voudrais encourager les femmes que cette méthode, c'est pour nous aider pour un épanouissement heureux de la famille. Moi, j'ai commencé avec l'injectable de durée de 12 ans. J'ai fait 2 ans et après j'ai décidé de surseoir à ça pour prendre celui de 3 mois et le 13 mai, ça fera 9 mois. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait 3 enfants. Le premier aura 13 ans le 8 juillet, le deuxième aura 10 ans le 28 juillet et le troisième aura 4 ans le 23 septembre. C'est pourquoi nous avons décidé de faire l'espacement des enfants. Normalement, la femme doit aider un peu son mari. On dit souvent une main ne peut pas se laver seule. Il faut une seconde pour l'aider. Donc, si nous nous réveillons juste pour faire des enfants, quand est-ce qu'on pourra travailler et aider papa à construire donc? C'est ce à quoi j'ai pensé, que si j'utilise le contraceptif, on pourrait travailler ensemble, prendre soin des enfants. La méthode d'espacement des enfants, Sahana-Press, me va très bien. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que mes règles ne viennent plus vite comme avant, mais le médecin m'a rassuré. À ce qui concerne la planification familiale, vous-même vous savez que tout produit a des effets secondaires. Mais pour la planification familiale, comme c'est les injectables, les méthodes hormonales, ça agit sur les ovaires. Il n'y a pas de ponte ovulaire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de menstruation. Donc les femmes qui n'ont pas de menstruation sont tellement inquiètes. Et celles qui ont des spottings, c'est-à-dire celles qui ont de petits saignements, en adoptant nos différentes méthodes, se plaignent. Donc, je peux dire que c'est ces troubles de cycle qui font que les femmes ont un peu de réticence, mais avec nos conseils, elles adoptent les méthodes.
Voilà, nous poursuivons cette émission. Madame Mbassim Bokoua, vous savez que l'un des obstacles à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes sont les effets secondaires. Tout à l'heure, dans le témoignage, notre sœur qui a porté le t-shirt jaune a fait cas de quelques effets secondaires, notamment l'irrégularité des règles. Alors, sur ce, c'est vrai qu'elle a dit également qu'au départ, c'était un peu inquiétant, mais le médecin, eh bien, la sage-femme l'a rassurée. Alors, quels sont les effets secondaires liés à Sarana Press et comment est-ce que vous arrivez à gérer ces effets secondaires-là? Comment vous les gérez? Et les effets secondaires liés à Sarana Press, nous avons notamment l'aménorrhée, c'est-à-dire absence des règles. Absence totale des règles. Absence totale des règles. Ou soit les règles vont venir un peu, ça ne sort pas abondamment comme d'habitude, ou soit ça ne vient pas régulièrement comme d'habitude. Donc on a aussi une prise de poids, ou soit perte de poids, souvent qui n'est pas assez fréquent. Selon l'organisme de chaque femme. Selon l'organisme de chaque femme. Exactement. Nous avons aussi le changement d'humeur. C'est un peu comme une femme enceinte. Et aujourd'hui, elle se réveille, elle est contente. Demain, elle est un peu fâchée. Donc, un peu, il y a aussi ce changement d'humeur. Ok, nous avons aussi... Provoqué par le produit. Oui, provoqué par le produit. Et nous avons aussi la tension mammaire, où elle va sentir ses seins un peu lourds, et puis le bout, le mamelon qui fait un peu mal. Ok, en fait, ce sont des effets secondaires mineurs qui n'ont pas tellement d'effet sur la santé sur l'efficacité même du produit, et sur la santé de la femme elle-même. C'est ça. Voilà. Maintenant, pour remédier à tout ça et pour prendre en charge, ou bien comment on arrive à prendre en charge tous ces effets secondaires. Est-ce que les femmes se plaignent beaucoup de ces effets? Est-ce que vous recevez des plaintes liées à l'utilisation de Sarana Press, ces effets dont vous venez d'énumérer quelques-uns? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas chez toutes les femmes qui présentent tous ces effets secondaires. Ok, mais il y a quelques-unes qui reviennent quand même pour ça. C'est ça. Ouais. Mais, la prise en charge de ces la prise en charge d'abord, avant même l'adoption de la méthode, elle est déjà mise au courant. On lui dit que voilà, peut-être il aura ça, pouvait avoir tel effet secondaire. Donc, étant déjà bien informé, pour certains, il n'y a pas de souci. Voilà, mais il y a certains quand même qui reviennent pour ça. Mais quand vous les reprenez en counseling, c'est-à-dire une communication interpersonnelle, vous reprenez, vous l'expliquez, en fait que ce n'est pas quand même un problème pour sa santé. Ça n'a aucun effet sur l'efficacité même du produit. Et si elle est rassurée, elle repart tranquillement. Mais si ces effets-là reviennent et qu'elle-même ne peut pas supporter, elle n'est pas du tout à l'aise, elle revient toujours vers nous. Peut-être qui amène, par exemple, celles qui ne tolèrent même pas l'absence de règles dans leur vie. Malgré toute explication, elle n'est pas toujours tranquille. Donc elle revient, peut-être elle change une autre méthode avec ça qu'elle peut avoir des règles. Mais est-ce que la durée de ces effets secondaires est égale à la durée du produit? Si nous prenons Sarana Press, c'est 3 mois. C'est chaque 3 mois. Est-ce que les effets vont être là, vont se répéter durant ces 3 mois, ou bien c'est dès les premières, je ne sais pas, dès les premiers jours de l'injection qu'on va ressentir ces effets-là, après tout s'arrête? Oui, comme on l'a dit, ça dépend de l'organisme. De chacun. De chacun. De chaque femme. De chaque femme. Pour une seule injection chez une dame, elle va développer tous ces effets secondaires. Mais par contre, chez d'autres, elles vont ressentir. Chez d'autres, ces effets secondaires peuvent survenir plus tard, ou bien chez d'autres, ça commence plus tôt. Très bien. Madame Essienne, l'un des effets secondaires est lié à Sarana Press, c'est le retour lent de la fertilité, ou bien le retour lent à la fertilité. Comment aidez-vous les clientes qui désirent tomber rapidement enceintes? Ok, au fait, c'est l'une des inquiétudes également des clientes qui viennent en service de planification familiale. C'est les effets secondaires, mais surtout, c'est les rumeurs. Bon, pour ce qui concerne les injectables, le Sarana Press
et le dépôt Provera. Il est noté, et notamment pour le dépôt Provera, comme c'est le même produit, c'est le même principe actif, que le retour est un peu lent à la fertilité. Mais les études ont montré que cette lenteur, cette durée de retour à la fertilité est en moyenne d'1 année. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Ça commence dès l'arrivée de la cliente qui désire avoir une méthode contraceptive et qui a choisi le Sayana Press. On l'informe au cours d'un entretien tête-à-tête, ce que nous appelons counseling, des avantages, du mode d'action, des effets secondaires, des limites du produit pour qu'elle comprenne vraiment ce à quoi elle s'engage et ceci va aider à continuer la méthode. On dit souvent que la meilleure méthode pour une femme, c'est la méthode qu'elle choisit. Donc, ça suppose qu'elle a fait un choix éclairé en connaissance des avantages, des limites et de toutes les informations concernant cette méthode-là. Bon, pour les femmes qui sont sous Sayana Press ou qui sont sous dépôt Provera, le conseil que nous leur donnons dès le choix de la méthode, c'est que comme il est noté pour le DMPA, un retour lent à la fertilité, dès que vous programmez tomber enceinte dans l'année qui va suivre, revenez auprès de votre prestataire pour lui en parler. Comme ça, vous allez arrêter en même temps la méthode, le temps que le produit qui est dans votre organisme ne s'élimine. Le produit qui est dans le dépôt Provera, le Sayana Press, c'est le DMPA qui est homologue aux hormones progestatives que nous avons dans notre organisme. Donc, le temps que ça s'élimine pour que vous puissiez tomber enceinte au moment voulu. Mais il y a des femmes, on a dit que les effets secondaires, c'est en fonction de chaque femme, de chaque organisme. Il y a des femmes, dès qu'elles arrêtent en même temps le Sayana Press, le mois qui vient, elle tombe enceinte. Il y en a d'autres, c'est après 2-3 mois, ça dépend de chaque organisme. Voilà. Alors, lorsqu'une femme qui est sous cette méthode contraceptive veut retomber enceinte, alors quel est le délai de retour à la fertilité? Oui, c'est ce que nous venons de dire. Le délai, c'est en moyenne 12 mois. 1 an. 1 an, en moyenne. Mais ça peut arriver plus tôt. Des fois, même, il y a les clientes qui ratent. Quand elles ratent l'ingestion, elles n'ont pas programmé tomber enceinte, mais la grossesse vient les surprendre. Ça peut arriver aussi plus tard? Oui, au-delà des 12 mois? Ça peut arriver au-delà des 12 mois, mais selon les études, ça tourne autour de 12 mois. Très bien. Alors, voyons maintenant en image comment la femme s'auto-injecte le contraceptif Sayana Press. La démonstration est faite ici par la cliente Ablavi qui n'a pas hésité à faire le choix de Sayana Press comme méthode contraceptive. Premièrement, quand vous prenez l'emballage comme ça, vous déchirez doucement à partir du milieu et vous verrez le produit dedans. Vous attrapez le milieu du produit et vous le secouez pendant 30 secondes. Après, vous appuyez la tête. Ça fera un bruit et ça s'ouvrira. Quand ça s'ouvre, vous pouvez enlever la tête. Vous pincez une partie de la cuisse et vous injectez le produit. Vous attrapez bien la cuisse. Le produit doit être injecté lentement jusqu'à ce que le seringue soit vide.
À la fin, nettoyez la partie avec du coton et de l'alcool. Il y a cela 3 ans que j'utilise le contraceptif Sayana Press, qui a une durée de 3 mois. J'ai fait ce choix pour éviter les grossesses non désirées. Ce contraceptif me convient bien et c'est la première méthode que j'ai adoptée. Moi-même, je fais l'injection à la maison. C'est très facile. Je dirais à mes sœurs de faire ce choix pour éviter les grossesses non désirées qui entraînent souvent des situations de mésentente ou des surprises désagréables au sein du couple. Voilà toutes nos excuses pour cet élément que vous venez de suivre, puisque vous avez dû certainement constater qu'au début de ce sujet, il n'y avait pas du tout le son, mais l'essentiel du message, ou bien l'essentiel du contenu de ce sujet, je crois que nous l'avons. Il s'agit de la démonstration de l'auto-injection du produit Sayana Press. Alors, Madame Bassi Boukoua, alors dites-nous, alors est-ce le fait qu'on peut auto-injecter ou bien auto-administrer Sayana Press qui crée ou bien qui fait la différence avec les autres méthodes injectables? Je dirais oui, mais juste que ce n'est pas l'unique chose qui fait la différence de Sayana Press. Et la différence aussi se trouve dans le dosage du produit. Et comparativement au DMPA et IM, qui est le dépôt Prevera qui était là sur le terrain, qui est plus dosé, qui est dosé à 150 mg. Le Sayana Press, lui, est dosé à 104 mg pour un volume de 0,65 ml. Et quand un contraceptif est moins dosé, il présente moins d'effets secondaires. Et en plus de ça, il est facilement transporté par les clientes à domicile. C'est ça. Voilà. Et en plus de ça aussi, il produit moins de déchets, donc facilement à éliminer. Donc quand la dame s'injecte à la maison, elle peut transporter quand même les déchets, amener à l'hôpital pour qu'on puisse éliminer ça. Il est vite relayé aussi par les agents de santé communautaire. Bon, étant un dispositif d'injection à dose unique, il est facilement aussi injecté par les femmes à domicile. Voilà en quelque sorte ce qui fait la différence de Sayana Press par rapport aux autres contraceptifs. Très bien. Madame Messienne, j'ai appris que lorsqu'une cliente est sous cette méthode, lorsqu'elle prend le produit, elle va à la maison et elle s'auto-injecte le produit. Au prochain rendez-vous, elle doit ramener le dispositif vide. Alors, à quoi ça sert et pourquoi cette exigence? Oui, l'une des inquiétudes par rapport à cette approche d'auto-ingestion, c'est l'élimination des déchets à la maison. Vous convenez avec moi, quand bien même c'est un dispositif facilement utilisable, c'est un objet tranchant et pointu. Donc ça pourra blesser. Où est-ce qu'il faut le mettre? On ne pourra pas le jeter dans les poubelles à la maison. Donc, pour assurer la sécurité de la femme, de sa famille, des enfants et de la communauté, il est préférable de ramener l'uniject déjà utilisé à la formation sanitaire où cette uniject va rentrer dans la gestion des déchets tranchants et piquants qui se fait au niveau de la formation sanitaire. Donc, comment elle va transporter? On leur conseille de prendre une boîte de pommade avec un couvercle ou bien une bouteille d'eau minérale, notamment avec un goulot qui pourra, par lequel pourra passer l'uniject et qu'on pourra le transvaser facilement. Donc c'est ce qu'on leur conseille. Donc dès qu'elles s'injectent à la maison, elles déposent directement, comme dans une boîte de sécurité au niveau de la formation sanitaire, elles déposent directement l'uniject utilisé dans ce qu'elles ont prévu. Et au prochain réapprovisionnement, elles retournent la boîte qui
qui contient le Niger utilisé à la formation sanitaire et c'est géré au niveau de la formation sanitaire. On leur retourne leur boîte. Alors, est-ce que la femme qui allaite peut utiliser ou bien s'auto-injecter le Sahana Press? Puisque tout à l'heure, dans l'intervention de Mme Ayoko Sativi, elle a fait allusion à l'éligibilité des clientes. Ça veut dire qu'il y a le choix au sein même des femmes, il y a des choix à faire. Oui, bien sûr qu'une femme allaitante peut utiliser le Sahana Press, peut se l'auto-injecter. Mais pour les femmes allaitantes, c'est à partir de 6 semaines d'accouchement. Donc avant les 6 semaines, elles ne pourront pas utiliser le Sahana Press. Donc c'est à partir de 6 semaines qu'elles vont commencer par utiliser le Sahana Press comme tous les autres contraceptifs injectables. Nous avions dit plus tôt que l'une des stratégies innovante, c'est la planification familiale du postpartum. Donc la planification familiale après l'accouchement. Donc ça commence dès l'accouchement, mais il y a des méthodes qu'on pourra utiliser dès la sortie du placenta et à chaque étape, il y a des méthodes qui peuvent aller, qui sont indiquées aux accouchées et aux allaitantes. Okay. Je reste toujours avec vous, Madame Essienne. Alors, aujourd'hui, nous assistons à une augmentation des cas de grossesse précoce et surtout non désirée. Est-ce que ce contraceptif DMPA-SOC, Sahana Press, peut contribuer à réduire le taux de grossesse précoce et non désirée, surtout au sein, ou bien pas au sein de la jeunesse, oui, chez les adolescentes? Est-ce que c'est conseillé pour les jeunes filles? Oui, c'est vraiment dommage cette recrudescence des grossesses précoces non désirées, surtout chez les adolescentes en milieu scolaire également. Exactement. Pas plus tard que la semaine passée, nous avions reçu un rapport d'une enquête menée par la direction de la planification de l'éducation en collaboration avec l'UNICEF et la Banque mondiale qui a fait ressortir en 5 mois au cours de cette année scolaire 1222 cas de grossesse non désirée. Bon, c'est dommage. En milieu scolaire. En milieu scolaire, en milieu scolaire. Donc c'est dommage parce qu'il y a des méthodes, il y a des voies et des moyens pour éviter ces grossesses non désirées, ces grossesses précoces. Et parmi ces moyens, nous avons la planification familiale, nous avons la contraception et surtout le Sahana Press, puisque chez les adolescents et les jeunes, ce qui constitue la plupart du temps un frein à la contraception, c'est la réaction des adultes. C'est la réaction des adultes qui n'acceptent pas pour le moment qu'un adolescent, qu'une adolescente vienne chercher une méthode contraceptive. Donc, ce qui fait que elles ne s'abstiennent pas, mais aller auprès des prestataires pour avoir une méthode ou bien des conseils pour éviter la survenue d'une grossesse et tout ce qui s'accompagne, les IST et autres là, elles n'arrivent pas à y aller. Sinon, notre produit, le Sahana Press, garantit une confidentialité à travers l'auto-injection. Si on leur apprend à s'auto-injecter, rapidement, elles viennent quand elles le voudraient. Même si c'est la nuit, les prestataires des services de planification familiale, surtout des programmes de santé adaptés aux besoins des jeunes et adolescents, sont formés et sont disponibles 24 heures sur 24 pour accueillir ces adolescents. Donc, il suffit d'aller quand elles le voudraient pour s'acheter le produit et chez elles, dans leur intimité, elles pourraient s'auto-injecter le Sahana Press. En le disant ainsi ou bien en invitant ces adolescentes à s'approcher des services du PEF, est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'encourager leur sexualité précoce? Madame Bassim Bokoa. Alors nous sommes tous des mamans ici. Alors si ce soir nous disons que le Sahana Press est un produit qui est indiqué aussi
pour les jeunes filles, les adolescentes. Alors, celles-là qui nous suivent ce soir, est-ce qu'elles ne vont pas se dire, ah, maintenant nous avons une solution, donc la sexualité, elle est ouverte comme un boulevard? Est-ce qu'on ne les encourage pas selon vous? Quel est votre avis sur la question? Ok. En fait, et quand une adolescente arrive pour une contraception, telle qu'elle a dit, et nous les agents de santé ou bien les adultes ne doivent pas être un frein à la contraception. Et quand elle arrive, vous l'expliquez quand même que la contraception c'est bien pour elle. Mais il y a quand même des limites à cette contraception. Elle peut éviter des grossesses, mais attraper d'autres maladies sexuellement transmissibles. Vous pouvez leur conseiller tout simplement l'abstinence. C'est vrai qu'elles sont réticentes à pratiquer l'abstinence, mais je serai à votre place que je ne vais pas leur conseiller une méthode contraceptive par rapport à leur âge et on va se dire non, abstenez-vous des rapports sexuels et là vous allez éviter les grossesses non désirées. Mais aujourd'hui, la jeunesse, elle est têtue. Madame Essienne, nos filles, elles sont têtues. Non, c'est pas que nos filles, c'est pas que la jeunesse, les adolescents sont têtus. Non, moi, les adolescents sont cette cible qui sont faciles à gérer. Pour moi, selon mon expérience personnelle. L'adolescent, le jeune, c'est normal qu'il traverse cette période. Et en tant que parents, en tant qu'adultes, nous devons être en mesure de comprendre cela et de mieux les aider. Pourquoi ne pas conseiller l'abstinence? C'est ce que nous faisons tous les jours, mais en planification familiale, on ne fait pas le choix à la place du client. On lui donne toutes les informations. Et quand il comprend mieux, il est capable de faire un choix responsable. Et c'est ça la particularité des adolescents et des jeunes. Quand vous leur donnez toutes les informations, ils mènent une sexualité responsable et vous serez vraiment ébahis devant les résultats que vous allez obtenir. Il faudrait qu'on apprenne à avoir confiance en nos jeunes. Aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements scolaires, on interdit de parler de la contraception. Et notre mot, notre message, c'est toujours l'abstinence. Mais nous avons les résultats. Si avec l'abstinence, voilà les résultats que nous avons, il faudrait qu'on se pose des questions et qu'on réoriente nos stratégies. Trouver d'autres stratégies. Voilà. Très bien. Donc, c'est d'abord d'accepter l'adolescent tel qu'il est, avec ce qu'il a apporté auprès de vous. Et à travers ça, ne lui donnez pas l'impression que vous voulez lui imposer quelque chose. Là, il se rébelle. Donc, il faudrait que le choix vienne d'eux-mêmes et ils sont capables de faire des choix vraiment responsables. Des choix éclairés. Merci beaucoup pour vos explications. Nous ouvrons à présent la page Covid de cette émission avec ce jingle. Voilà, nous sommes dans la page Covid-19. Vous savez que depuis que cette pandémie est arrivée, la pandémie au nouveau coronavirus, un mot a beaucoup plus attiré l'attention. Il s'agit de l'immunité. Immunité et Covid-19. Comment acquiert-on cette immunité et en quoi va consister la protection que nous procure la vaccination? Cette page Covid-19 est animée par le médecin commandant Malewe Kolum. L'immunité, de façon générale, c'est la protection que nous avons contre une maladie. Et dans le cadre des infections en général, on acquiert une immunité contre un microbe donné. Dans le cadre du Covid, qui est un virus de l'homme, l'immunité
est souvent acquise, c'est-à-dire que c'est à la suite d'un événement qu'on va acquérir cette protection. Et comment on acquiert cette protection? Il y a deux façons. D'abord, où on a été contaminé par le virus de Covid, donc le coronavirus, et Dieu merci, on a été guéri. Donc notre organisme a développé des anticorps. Donc c'est ce que les autres appellent les petits soldats qu'il y a dans notre circulation sanguine, dans nos organes, et qui chassent, donc qui détruisent le virus à chaque fois qu'il tente de rentrer. La deuxième façon d'acquérir l'immunité contre Covid, c'est la vaccination. C'est-à-dire qu'on donne l'impression à l'organisme qu'il est en face du virus lui-même. Donc c'est pourquoi vous allez avoir tous ces types de vaccins qu'on donne vont apporter un bout du virus corona. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le virus qu'on apporte, mais un bout du virus qui n'est pas capable de provoquer la maladie. Mais quand notre organisme, quand notre système immunitaire, nos cellules, nos globules blancs qui nous protègent, quand ils voient ce bout de virus-là, il se dit qu'il est en face du vrai virus. Quand bien même ce bout de virus, c'est-à-dire le vaccin, ne va pas provoquer la maladie, nos globules blancs vont s'entraîner à lutter contre ce bout de virus. Et une fois qu'il s'entraîne à lutter contre ce bout de virus, il est capable aussi de lutter contre le vrai virus qui va provoquer la maladie. Donc, l'immunité qu'on va acquérir à l'issue de la vaccination va nous permettre de nous protéger dans un premier temps contre les formes graves de la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré qu'on a été vacciné, il est possible qu'on attrape quand même le virus. Mais ce virus ne va pas nous provoquer une maladie qui va nous amener jusqu'à l'hôpital. Ou bien ça va passer inaperçu, ou alors c'est un petit rhume qu'on va avoir, ou des maux de tête, et puis ça passe. Et donc il est important de se vacciner pour pouvoir éviter les formes graves. Maintenant aussi, on sait que quand on est vacciné, le risque d'être contaminé, lorsqu'on est en face d'une personne qui est contaminée, le risque est diminué également. Donc il y a les deux avantages, si bien qu'il est important d'aller se faire vacciner. Et je voudrais faire le parallèle ici avec ceux qui pensent qu'il ne s'agit pas de vacciner les gens pour augmenter leur immunité. Ce que je voudrais dire, c'est que la vaccination apporte l'immunité spécifique contre le coronavirus. Alors que lorsqu'on se met à booster l'immunité de façon globale, parce qu'il y a certains qui disent il y a de l'ail qu'il faut manger, il y a de l'oignon, voilà, qui va permettre de booster notre immunité. Ça, c'est vrai. On peut ajouter ça à l'ensemble des moyens de lutte, c'est-à-dire les mesures barrières et la vaccination. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement contre le coronavirus qu'il faut booster notre immunité. Cette immunité-là, il faut la booster soit en mangeant de façon équilibrée pour que nos cellules de l'immunité, nos globules blancs, puissent être suffisamment forts pour pouvoir lutter contre le coronavirus. C'est vrai qu'on parle des effets secondaires du vaccin. Quand on se vaccine, on risque tel, on risque tel. C'est normal. Quand on se vaccine contre un microbe, quel que soit le vaccin, il y a des effets secondaires. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le vaccin, c'est qu'on donne l'impression à l'organisme qu'il y a le microbe. Donc le système immunitaire se met en route, c'est ça qui provoque les effets secondaires. Un peu de maux de tête, un peu de fièvre, de fatigue, c'est normal, ça veut dire que le vaccin est en train de faire son travail. Et donc les effets secondaires qu'on a observés ne doivent pas justifier qu'on refuse de se vacciner parce que le bénéfice qu'on tire de la vaccination est largement au-dessus de ces effets secondaires. Et pour ceux qui pensent que le vaccin est fait pour tuer les Africains et autres, bon, la preuve est là, nous sommes vivants après avoir reçu donc, le vaccin. Donc je voudrais appeler tout le monde, à tous ceux qui sont concernés bien sûr, à aller se faire vacciner.
Et maintenant, on a ouvert la vaccination aux 30 ans et plus. Donc, c'est important d'aller dans les centres de vaccination qui sont aujourd'hui dans les stades. Pour ceux qui ne veulent pas aller dans les hôpitaux, bon, ils peuvent aller dans les stades où ils vont se faire vacciner. Puisque l'objectif final, c'est d'avoir cette immunité collective, c'est-à-dire au moins 60% de la population est vaccinée. Alors, on sait que le virus n'aura plus la possibilité de circuler librement et même ça peut l'amener donc à disparaître. Comme ça, on pourra reprendre tranquillement notre vie normale comme on le faisait par le passé. Voilà. Il n'y a que la vaccination qui arrive à régler ce genre de problème d'infectieux qui se transmet facilement d'une personne à une autre. Voilà, nous remercions le médecin commandant Koloum pour toutes ces explications sur l'immunité et l'importance de la vaccination. Alors, je le disais à l'entame de cette émission que demain 5 mai, c'est la journée internationale des sages-femmes et le thème retenu pour cette année 2021 est, je cite, « Les chiffres parlent d'eux-mêmes, investissez dans les sages-femmes ». Alors, Madame Bassibokoa, dites-nous, on veut bien comprendre, le thème de cette année, qu'est-ce que ça veut dire? Comment doit-on investir dans les sages-femmes? Oui, et le thème de cette année, les chiffres parlent d'eux-mêmes, investissez dans la sage-femme. Oui, quand on... Vous parlez de quels chiffres? Oui, c'est quoi les chiffres en fait? C'est ça. Oui, les chiffres, en fait, ce sont des données qui permettent de prendre une décision, de faire peut-être une analyse. Donc, suite à certaines études, on a vu que tant qu'on investit en sage-femme, on a un bon résultat en matière de santé de la maman et de l'enfant. OK. Maintenant, les données ont prouvé que quand on investit, on fait un investissement accru en sage-femme, c'est 4,3 millions de vies sauvées. Et c'est-à-dire, on peut éviter 67% de décès maternels, 64% de décès néonatals et 65% de décès morts-naissance, c'est-à-dire des enfants morts nés à la naissance. Donc, si on fait un investissement, que voilà le résultat qu'on obtient. Mais si on fait un investissement moins ambitieux, c'est-à-dire ce résultat-là aussi est revu à la baisse. Donc, au lieu de 4,3 millions de vies sauvées par an, on sauve 2,3 millions de vies par an, ou soit 49% de décès maternels à éviter et 26% de décès néonatals à éviter, ou soit 26% de morts-naissance à éviter. Donc, c'est pour dire que quand on fait un investissement en sage-femme, il y a un gain. Il y a un gain en matière de santé, en matière de... Il y a beaucoup de choses à gagner. Oui, il y a beaucoup de choses à gagner en Alors, fait. Madame Essienne, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes. Et qu'est-ce que vous avez d'autre à ajouter? Oui, bien sûr que les chiffres parlent. Et ces chiffres sont des données, sont des évidences. Chaque 2 ans, il y a un rapport sur l'état des lieux de la pratique sage-femme appelé Chomai, qui sort tous les 2 ans. Et cette année, ce rapport va sortir et qui va bientôt faire sortir les chiffres officiels qui vont relever des preuves sur l'importance d'investir dans la profession sage-femme. Ces données démontrent notamment à la communauté internationale que les sages-femmes sont essentielles pour mettre fin à des décès maternels et néonatals évitables pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 3.1 qui est de réduire le ratio mondial de mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030.
Ces preuves ont démontré qu'investir dans les sages-femmes premièrement, sauve des vies, améliore la santé et renforce le système de santé. Comme nous venons de le voir avec Mme Bassim Bokoa, un investissement accru va permettre de sauver plus de 4,3 millions de vies chaque année. Un investissement moyen va permettre de sauver 2,2 millions de vies chaque année et un investissement faible va permettre de sauver environ 1,3 million de vies. Quelle que soit la force de l'investissement, il est relevé, c'est clair que investir, quel que soit le niveau dans la profession sage-femme, sauve des vies. En dehors de cela, on dit souvent qu'il n'est pas question seulement de vie ou de mort. On sait que les sages-femmes pourraient fournir 90% des soins indispensables tout le long du cycle de la vie d'une personne. Donc, cela démontre également que nos sages-femmes sont vraiment importantes. Et si nous allons noter en cette période de pandémie de la COVID-19, au début, quand les formations sanitaires réduisaient en fréquentation, seuls les services de maternité n'ont pas connu cette réduction de la fréquentation. Ça veut dire qu'il y a toujours des accouchements qui se font et le personnel sage-femme est toujours présent pour accompagner les femmes enceintes dans cette période, même les autres femmes qui ne sont pas enceintes mais qui ont un besoin en santé sexuelle et reproductive. Elles ont toujours été au front. Pour ces quelques raisons, investir dans les sages-femmes permet d'avoir des familles en bonne santé, des communautés plus productives et des systèmes de santé plus forts. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous ne devrons plus perdre du temps. Les preuves, elles sont claires. Nous appelons les sages-femmes elles-mêmes d'abord, ensuite les partenaires et les défenseurs des sages-femmes à réunir leurs forces pour investir dans les sages-femmes. Merci. Merci beaucoup. Alors, le thème de l'émission de ce soir, c'est la santé maternelle. Quel rôle jouent les sages-femmes dans la promotion de cette santé, que ce soit la santé de la mère et de l'enfant. Et comme on l'avait déjà dit, les deux sont intimement liés. Alors, en dehors de leur rôle d'assister la femme durant la grossesse, pendant la grossesse ou bien après l'accouchement, est-ce que les sages-femmes ont d'autres activités qui entrent dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant? Quelles sont les difficultés de ces braves femmes dans l'exercice de leur profession? Nous avons tendu le micro à Madame Povi Abenouvé-Ezebio et les sages-femmes au CMS d'Adamawa. Nous l'écoutons. Dans la promotion de la santé maternelle, la sage-femme entretient le couple. Puisqu'on sait que ce n'est pas les couples qui peuvent y avoir une grossesse. Et quand il y a grossesse, la sage-femme va entretenir la grossesse en faisant la consultation prénatale, va suivre la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et après l'accouchement, ce que l'enfant doit manger, la sage-femme doit donner des conseils à la maman sur l'alimentation du nouveau-né. Et la sage-femme doit aider la femme aussi. Une femme qui a accouché ne va pas rester comme ça au foyer. La sage-femme va lui donner des conseils sur la planification familiale. Donc, en grosso modo, la sage-femme suit les couples. Pourquoi pas les femmes en âge de procréer et celles qui n'ont même pas encore d'enfants et qui font des rapports sexuels, ne veulent pas tomber enceintes, les sages-femmes les suivent. Donc, dans la santé maternelle, la sage-femme joue un grand rôle. Et sa contribution, c'est insister sur la sensibilisation, les causeries de masse et autres là, et des causeries débats, puisque c'est en faisant des débats qu'on saura ce dont la population a besoin pour pouvoir les satisfaire. Vous-même savez que quand la pandémie est arrivée, premièrement, c'est-à-dire au début là, tout le monde avait peur. Les femmes ont peur de venir en consultation, même si elles sont malades. Même vous-même, quand vous êtes malade, vous restez à la maison, vous ne voulez pas venir en consultation. Pourquoi? Et les femmes. Mais
sachant que dans le lit, le mari va toujours lui demander la chose, donc elle est obligée de se faire planifier pour ne pas tomber enceinte. Et heureusement pour nous, avec l'arrivée de Sayana Press, ça a aidé beaucoup de femmes. Ces femmes viennent à nous, elles se procurent cette méthode, elles vont à la maison, elles peuvent s'auto-injecter. Donc Sayana Press les a aidées lors de la pandémie à se planifier. Et la façon dont elles viennent d'attendre ici, on voit que ça a diminué, c'est-à-dire celles qui sont sous Sayana Press là, elles ne vont pas nous attendre, on va leur prendre les constantes, la tension, le poids avant de les faire rentrer pour l'injection et autres là. Donc elles ont leur méthode à la maison, ce qui a fait que le travail, notre travail a un peu diminué. Nous avons 2 vies en main, nous protégeons et la maman et le bébé. Quand nous suivons les femmes, on les prescrit les produits, elles n'arrivent pas à les acheter, à honorer les ordonnances. Les bilans, elles n'arrivent pas à honorer les bilans. Et quand il y a complications lors de l'accouchement, vous voyez une femme qui vient et qui fait un enfant mort-né, on va parler mal de la sage-femme, que la sage-femme n'a pas bien entretenu la femme, la sage-femme n'a pas... Mais on ne va pas demander si la femme a honoré ces ordonnances, si la femme a honoré à ses bilans et autres là. Donc nous avons beaucoup de difficultés puisque nous prenons 2 vies en charge, des fois même 3 ou 4 vies en charge. Quand la femme a des triplés, c'est 4 vies que nous prenons en charge. Si l'enfant sort en criant, toute la famille sourit. Mais si l'enfant sort et que c'est un enfant mort-né, ou bien si la maman a des complications, il y a toujours des problèmes. Donc, je peux dire que le métier de sage-femme est un métier noble, mais nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce métier-là. Comme nous sommes dans la journée internationale de la sage-femme, et vous savez que le thème de cette année, c'est « Investissez dans les sages-femmes ». Le chiffre en parle. Donc, le thème de cette année interpelle tout le monde. Pour pouvoir aider les sages-femmes à donner de leur meilleur. Donc, je vais prier, ou bien ceux qui nous suivent, d'investir dans le métier de la sage-femme. Pourquoi pas recruter les sages-femmes qui sont à la maison? Pourquoi pas aider les sages-femmes à mieux faire leur travail en leur donnant ce dont elles ont besoin pour pouvoir exercer leur métier? Voilà, je crois que le message de Mme Povy Amenouvé-Zebio en tant que sage-femme a été assez clair et ça se passe de tout commentaire. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous allons juste donner la parole à nos invités pour leur mot de fin. Alors, une dernière question, Mme Bassim Bokoua. Alors, améliorer la santé maternelle est l'un des objectifs du développement durable ODD. Alors, quels sont les domaines où l'on doit encore apporter des améliorations afin de garantir une bonne santé à la maman et à son bébé? Ok. Pour les domaines dans lesquels on doit encore plus investir, dans le domaine de ressources humaines. C'est ça. Puisqu'on l'a souligné, il y a une pénurie des sages-femmes sur le terrain. Donc il faut un renforcement du système de santé avec le recrutement des sages-femmes. Oui. Et en plus de ça, il faut des infrastructures. Puisqu'il y a des sages-femmes, ils sont dans certaines formations sanitaires, il n'y a même pas de bureau. C'est la seule salle d'accouchement qui sert à faire toutes les activités de la santé maternelle et infantile. Et des fois, ça ne garantit pas des bons soins. Et des soins de qualité, à nos clientes. C'est ça. Et en plus de ça, il y a l'équipement. La sage-femme peut avoir des compétences, mais quand il n'y a pas l'équipement... Parce que les moyens manquent, elle ne peut pas donner le meilleur d'elle-même. Voilà. Donc c'est dans ce domaine-ci, on investit plus aussi. La sage-femme peut donner
le meilleur d'elles-mêmes. Voilà. D'où le thème, investissez dans les sages-femmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors Madame Essien, nous avons parlé ce soir de la santé maternelle, nous avons mis l'accent sur le rôle ou bien les rôles fondamentaux que vous jouez en tant que sage-femme et nous avons fait allusion à cette stratégie novatrice qu'est le Sahana Press. Alors quel est votre message ce soir? Oui, mon message... En une phrase. Mon message ce soir, c'est que les sages-femmes sont toujours là pour accompagner les femmes, les filles, la communauté tout le long du cycle de la vie. À travers la planification familiale, l'une des stratégies à haut impact sur la santé maternelle et infantile. Et elles sont toujours là à accompagner ces femmes à renforcer leurs responsabilités en matière de sexualité responsable et à renforcer leur autonomie à travers l'auto-ingestion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, fin de ce numéro de Santé d'abord, essentiellement consacré aux rôles fondamentaux que jouent les sages-femmes dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Alors, ceci pour marquer la journée de demain 5 mai, journée internationale des sages-femmes. Alors, à toutes les sages-femmes du Togo et d'ailleurs, nous vous exprimons toutes nos gratitudes pour le travail que vous faites. Madame Essienne, vous êtes sage-femme. Alors, nos félicitations et nos encouragements, de même que vous, Madame Bassim Bokowa. Alors, si je prononce bien, Bassim Bokowa. Alors, merci beaucoup à tout ce que vous faites comme travail au sein de vos différentes maternités. Merci d'être passé sur ce plateau de Santé d'abord. Nous allons dire merci à la réalisation assurée par Pacha Lindao. Je vous retrouve le mardi prochain pour un nouveau thème de l'émission Santé d'abord. Mais je vous rappelle que nous étions dans cette émission avec Madame Yaba Essian, elle est sage-femme d'État de santé publique, chargée du programme DMPA-SC et représentante de l'ONG Jipiengo Togo. Et Madame Amina Bassimbokowa, épouse Larson Aoulivi, elle est point focal santé de la reproduction au niveau du district d'Amou et elle est en activité, bien elle travaille au CHP, Centre Hospitalier Préfectoral d'Amlamé. Merci d'être passé dans cette émission. Nous vous disons donc au revoir, passez une excellente fin de soirée sur La Première. On se donne rendez-vous le mardi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir, à très bientôt.